Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Cathy, passionnée animateur, et oui, toujours à Playa del Carmen et en compagnie d'une personne très inspirante. Vous le savez, je suis avec des personnes qui m'inspirent le positif, la joie de vivre et je suis en compagnie d'une magnifique personne, Geneviève Duplain, qui est à Playa del Carmen et qui est en train de démarrer un projet spirituel, un projet de connexion avec tous les éléments qu'on retrouve ici à Playa del Carmen et dans plein d'autres endroits partout dans le monde. Alors, ce projet va s'appeler Sunrise Dance with Ocean. Alors, Geneviève Duplain, merci d'être dans mes entrevues inspirantes. Merci beaucoup à toi de m'inviter pour cette belle invitation et pour ta belle énergie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, tout le plaisir est pour moi. J'adore présenter des personnes qui peuvent en inspirer d'autres pour que les gens puissent grandir dans la lumière et dans la connexion vers soi. Et j'étais vraiment intéressée de te présenter parce que tu as un parcours quand même qui sort de l'ordinaire. Parce que depuis ta jeune enfance, tu as senti une connexion en toi. À partir de l'âge de 19 ans, tu es partie toute seule en Inde pour quelques mois. Alors, j'aimerais ça qu'avant de parler de ton projet, que tu nous parles un peu de ton parcours, même que tu es une saxophoniste très reconnue à Montréal, au Québec. Alors, on va faire un petit récapitulatif de ton parcours pour ensuite que tu nous parles de ton merveilleux projet auquel j'ai pu participer à une vidéo inspirante qu'on va vous présenter à la fin de cette entrevue. Alors, raconte-nous un peu d'où part cette connexion dans ton enfance. Qu'est-ce qui t'a mis vers cette connexion vers ton être? Premièrement, j'étais un enfant quand même assez différent, on peut dire, des autres enfants. J'avais une grande sensibilité, une grande intuition. Donc, je pouvais quand même sentir les gens, je pouvais sentir leurs émotions. Puis, je m'étais rendu compte que aussi, en étant une enfant différente, j'avais aussi pas vraiment d'amis. Fait que je me suis créé un univers aussi autre, à être tout seul, à me créer on peut dire, des personnages imaginaires. Puis aussi, j'ai commencé à faire des jeux, par exemple, des jeux de me surélever mon âme et de rentrer et sortir de mon corps. Et par la suite, en faisant plus de recherches, puis en étant aussi adulte, ben, j'ai réalisé que je faisais des voyages astrales finalement. Puis aussi, je pouvais communiquer avec des esprits ou je sais pas comment expliquer, mais je pouvais comme recevoir des messages. Puis ensuite de ça, ben comment ça allait commencer au niveau de la musique, c'est que j'étais au primaire, mais j'étais pas dans une concentration musique, mais j'aimais beaucoup la chorale, j'aimais beaucoup chanter, ça allait commencer comme ça. Puis avec mes parents, on a visité des écoles de concentration musique et j'ai vraiment eu une connexion très forte avec une école à Sherbrooke qui s'appelle Michel Montcalm, dans le fond. C'est une école de concentration musique. Puis là, je me suis trouvée dans mon élément, puis je me suis dit, c'est là que je vais aller. Et que j'ai fait tout mon parcours en concentration musique jusqu'au secondaire. Donc, j'ai fait du piano, j'ai fait de l'harmonie, donc je fais du saxophone, j'ai fait partie d'un orchestre aussi. J'ai fait partie aussi d'un stage band. Un stage band, c'est qu'on fait de la musique de jazz avec un groupe de plusieurs musiciens. Puis j'ai continué mon parcours au cégep en jazz et jusqu'à l'université en jazz, en interprétation jazz à l'université. Puis c'est comme ça que j'ai continué le parcours de musique. Puis moi, je viens de Sherbrooke. J'ai tout fait mes études musicales à Sherbrooke. Puis ensuite, j'ai déménagé et j'ai commencé à aller dans le milieu de la musique. J'ai commencé à faire des jams, aller rencontrer la communauté musicale à Montréal. Puis petit à petit, j'ai commencé à me faire un réseau. Puis j'ai commencé à développer, dans le fond, qu'est-ce qu'on appelle un musicien pigiste, à jouer dans plusieurs projets différents et tout ça. Puis j'enseigne aussi la musique à la Commission scolaire de Montréal. J'ai commencé à l'âge de 25 ans l'enseignement. Puis je pensais pas au début enseigner parce que j'ai pas mon bac en enseignement, mais bon, avec toutes mes expériences, j'ai enseigné aussi l'éveil musical à des enfants. J'ai fait un programme que j'ai monté moi-même pour éveiller les enfants à la musique. Puis j'ai donné aussi des cours privés à des personnes de tous âges, autant des enfants que chez des adultes que des retraités. Fait que j'ai mon expérience dans l'enseignement comme ça. Puis ensuite, ben, j'ai fait une entrevue à la Commission scolaire de Montréal, puis je suis toujours en enseignement.
ça fait 10 ans aujourd'hui que j'enseigne à la Commission scolaire de Montréal. Ça, c'est le parcours plus musical. C'est un beau parcours, mais ce parcours-là, il s'est fait quand même pas du jour au lendemain. Mais c'est parce qu'il y a eu une connexion dans ton enfance qui t'a éveillé à aller vers tes ressentis, vers qui tu es. Puis je voulais comme revenir un peu avec, tu sais, comme tu as dit, dans ton enfance, tu avais des amis imaginaires, tu parlais à tes guides et tout. Mais ça, c'est donné à tout le monde. Tout le monde peut le faire, mais c'est juste que la majorité se déconnecte par rapport à tout l'environnement de vie dans les villes et tout, là. Mais ça, j'aimerais ça un peu que tu m'en reparles. Comment ça s'est passé avec tout ça? Est-ce que tu en parlais avec tes parents? En fait, par rapport à ça, oui, j'en parlais un peu à mes parents parce que j'ai commencé à faire des rêves. Et c'était des rêves souvent qui arrivaient dans la vraie vie. Par exemple, à un moment donné, j'avais rêvé que mon grand-père qui avait une maladie ou quelque chose comme ça, puis j'avais demandé à mon père un soir quand j'étais au primaire, je devais peut-être avoir 10 ans, je me rappelle plus exactement. Puis j'ai dit, est-ce que grand-papa il va bien? Il me dit oui, pourquoi tu me poses cette question-là? Puis une journée après, ben, mon grand-père il est rentré à l'hôpital avec un cancer généralisé. Puis il est décédé un mois après, donc ça s'est fait très rapidement. Puis j'ai fait souvent des rêves qu'on peut dire prémonitoires ou des rêves qui avaient des symboliques ou des signes très significatifs. Puis quand j'étais enfant, j'ai compris qu'il y avait des choses en fait, des choses qui me faisaient de la peine. Et même des fois, je disais que je voulais plus avoir ce don-là. Mais en même temps, il y a des choses qui m'ont aidé dans la vie aussi, qui m'ont aidé à me sauver de situations dangereuses ou de m'écouter vraiment par rapport à les messages que je recevais de l'univers finalement. Mais c'est ça, je trouve ça beau. Donc, par rapport à tes rêves, cette connexion divine-là que tu as ressentie tout jeune t'a guidé vers ce que tu es aujourd'hui parce que tu as toujours resté connecté à ça. Puis c'est ce que je trouve qui est merveilleux. Puis tes parents t'ont quand même pas bloqué à aller vers ça, à continuer à te guider, à te laisser inspirer, genre. Oui, c'est sûr que c'était des fois des choses particulières que je pouvais, dans le fond, vivre. Puis, ben, c'est sûr que quand on a des parents aussi qui sont, ben, ils étaient ouverts parce qu'ils étaient quand même dans la religion catholique, quand même assez pratiquante. Là. Quand j'étais enfant, j'ai fait, bon, mon grand-père chantait dans la chorale et tout ça. Puis, mes parents ils étaient quand même assez connectés au niveau de l'éducation et de la religion catholique. Mais c'est sûr qu'au niveau spirituel, il était plus avec les anges ou plus avec des choses comme ça. Comme ma grand-mère, je me rappelais que elle, mon frère, il avait des problèmes, il saignait du nez. Puis elle faisait des prières avec son chapelet. Elle disait qu'elle pouvait arrêter le sang. Ou ma mère aussi était beaucoup dans le spirituel. Elle disait pense à moi, ta brûlure va arrêter de brûler, des choses comme ça. Fait que ma mère était vraiment très très euh, quand même connectée. Puis elle est toujours maintenant. Fait qu'elle comprend ce genre de connexion-là divine. Puis ma mère aussi, elle est toujours dans son âme aussi. Mais ça a toujours été une femme hippie, gitane. Elle portait toujours des foulards. Moi, quand j'étais au primaire, je portais ses foulards, je portais ses robes. Je mettais des pantalons, puis par-dessus des jupes. Puis j'étais très, très, très colorée. Quand j'étais au secondaire, très, très colorée. J'étais toujours avec des choses très, très, très... je veux dire, on pouvait pas passer inaperçu quand on me voyait dans la rue, là. C'était très coloré. Donc, tu t'es inspiré un peu de la mode, du style de ta mère, genre. Oui, du style de ma mère, mais aussi, j'ai vu que j'étais dans une école très artistique. Les élèves qui étaient là, c'était des personnes qui étudiaient en musique, en art, en danse. Puis c'était des élèves qui étaient déjà très, très colorés. Puis leur famille, c'était des parents qui connectaient avec la terre, qu'on les appelle les parents des enfants de la terre. Ils s'autosuffisaient eux-mêmes. Il y avait pas d'électricité vraiment. Il y avait leur propre jardin. Fait que j'ai grandi avec ces amis-là qui sont devenus mes amis, qu'on les appelle les enfants de la terre, qui ont été une grande inspiration pour moi. J'avais une amie que j'allais chanter des mantras chez elle, puis c'était sa mère qui était la guide des kirtans. Fait que j'ai été enfant, ben au primaire, là, j'étais encore une enfant, mais quand même adolescente, où que je faisais partie des cercles de kirtans déjà.
Je faisais partie aussi des cercles de femmes, des fois que je savais pas que j'étais. Plus tard, j'ai su que j'étais dans des cercles de femmes. Puis on parlait aussi, je faisais même des traitements énergétiques sans savoir, avec des polarités, puis avec, à travers les influences de mes amis, des enfants de la Terre. Tu as eu quand même une enfance dans laquelle tu as baigné dans le milieu artistique, le milieu spirituel déjà, comme tu dis, sans le savoir. Mais ça fait partie de toi, c'est vraiment imprégné au plus profond de ton être. Et suite à ça, quand tu es devenu adulte, que tu as dit que tu as commencé à faire des jams et tout, là, tu as commencé à jouer dans des groupes assez connus à Montréal, du jazz. Oui, mais en fait du jazz, mais aussi beaucoup de musique du monde. J'ai beaucoup été dans le début dans le milieu reggae. Surtout que j'avais un copain à l'époque qui c'était un Rastafari. Puis j'ai communiqué beaucoup. Ben, communiqué. J'étais beaucoup dans la communauté Rastafari aussi. Avec mon voyage à Cuba, où que j'ai grandi avec la communauté Rastafari. Fait que pour moi, j'avais une connexion très puissante avec la nature, en fait, de communiquer avec le non matériel, justement, pour me connecter plus avec la nature et non avec les choses superficielles. Excuse-moi, mais tu avais quel âge quand tu es allé, t'as voyagé à Cuba? Quand j'étais à Cuba, mon premier voyage, j'étais là à 19 ans. Fait que j'ai grandi dans les montagnes sans électricité avec une communauté Rastafari. Je me lavais dans les rivières. On se nourrissait de qu'est-ce qu'il y avait sur notre terre finalement. Puis j'ai adoré connecter avec la nature. Ça a toujours fait partie de moi. Puis aussi avec les enfants de la terre, j'ai commencé à être végétarienne à partir de 16 ans. Puis même à partir de là, je me rappelle mes parents, ils m'obligeaient à manger du jambon. J'ai détesté ça. Je faisais des crises. J'ai détesté ça. Puis à un moment donné, il y a comme eu une voix qui me dit, là, ça suffit, j'ai 16 ans. En fait, c'est notre professeur de français que lui, c'était un vagabond, on peut dire un gitan. Il partait la moitié de l'année voyager, puis l'autre moitié de l'année, il était avec nous. Ça a toujours été comme ça. Puis il nous avait fait écouter un documentaire justement sur l'abattage des animaux. Puis ça a été terminé pour moi. Alors j'ai 16 ans, j'ai dit, je vais plus manger de viande. Puis je suis devenue végétarienne à l'âge de 16 ans. Puis j'avais une connexion profonde aussi avec les animaux puis la nature. Parce que je trouve que les animaux, ils ont une énergie. Puis moi, je voulais pas m'imprégner d'une énergie d'un animal qui venait dans moi. Ça a toujours été quelque chose de logique depuis que j'étais adolescente, que c'est une énergie. Fait que je voulais pas m'imprégner de cette énergie-là. Puis j'ai commencé très jeune aussi à manger le plus possible biologique. J'étais déjà très consciente de les choses par rapport à les choses toxiques de la nature que l'humain, malheureusement, qu'on baigne là-dedans. Puis j'étais très, comment dire, j'étais dans un groupe même, quand je me rappelle, quand j'étais au secondaire. Je faisais partie d'un groupe de recyclage et d'environnement. Puis je faisais partie de ces comités-là quand j'étais au secondaire. C'est vraiment important pour moi de faire attention à la terre. J'étais végétarienne. Je faisais des trucs pour ramasser le recyclage, de sensibiliser les jeunes de mon âge, justement, de faire attention à la terre. Mais je trouve ça vraiment beau parce que tu as toujours été connecté vraiment à qui tu es, à ton être, puis au message que tu recevais. Puis parce que ce que tu viens de dire, comme moi, quand j'étais jeune, je voulais pas manger de la viande, mais mes parents en faisaient, fait que je me forçais à en manger. Mais j'avais pas cette conscience-là à ton âge de dire, ben OK, si je vais suivre mon instinct, je vais pas manger de viande, j'en mangerai pas. Mais j'ai commencé à être végétarienne beaucoup plus tard. Mais je trouve ça très inspirant, ta connexion que tu as avec toi. Bravo. Mais tu as toujours baigné là-dedans, puis wow, tu es vraiment une belle personne. Toute cette conscience envers les animaux que tu avais, ça, tu l'as acquis aussi dans ta jeunesse, mais à Cuba, comme tu nous expliquais, tu avais ce style de vie-là où tu te nourrissais de la nature. Est-ce que ça a duré longtemps, ce style de vie? Le voyage à Cuba, ça allait durer 6 mois, le premier voyage. Mais en fait, le début, c'est que j'étais partie avec une brigade qui s'appelle Solidarité Québec-Cuba. Parce que à l'époque, j'étais très, très intéressée sur la politique aussi, sur l'environnement, parce que j'avais déjà des questions existentielles à 16-17 ans. Là. Je me posais des questions sur qui on est, comment fonctionne le système politique, mais aussi des questionnements par rapport de la création puis de l'univers. Je lisais déjà des livres
sur les dimensions, puis sur l'esprit, en tout cas. C'était très intense. Même mon père, il se demandait, mais pourquoi tu lis ce genre de livres-là? Puis je lisais des livres aussi sur les philosophes. J'étais très intéressée sur la philosophie, même que j'ai pris des cours au cégep en extra en philosophie. Les gens me trouvaient très étrange. Fait que là, dans le fond, en tout cas, bref, pour en revenir à Cuba, c'est que j'ai fait partie d'une brigade politique qui parlait justement du communisme, parce que Cuba, c'est un pays communiste. Puis j'avais lu beaucoup sur la politique communiste, puis je me suis dit, ben je vais aller voir qu'est-ce qui se passe là-bas, pour voir, parce qu'en écrit, ça a l'air merveilleux, mais en pratique, ce n'est pas la réalité. Et j'ai été très déçue de voir que le système politique à Cuba ne fonctionnait pas. Beaucoup de pauvreté, beaucoup dans le fond, ça fonctionne pas parce que les communistes se transforment en socialistes, puis ensuite ils se transforment en dictature, malheureusement. Puis j'ai habité là-bas où on devait faire des fils pour avoir un morceau de pain, qu'on devait faire le tour du village, même si on avait de l'argent pour se nourrir. Fait que c'est là que j'ai eu beaucoup de gratitude et beaucoup de, dans le fond, de voir que j'habitais dans un pays où que j'avais, moi, on peut dire, une liberté à ce moment-là. Puis, je veux dire, à Cuba, les droits humains, malheureusement, sont très, très limités. Puis à ce moment-là, vu que je suis une personne, on peut dire, très humaniste, j'ai commencé même à faire des manifestations, même au Québec, pour les droits et libertés de Cuba. Même à Cuba, j'ai essayé d'aider les Cubains par rapport à ce qu'ils soient libres, à les faire voir qu'il y avait autre chose, leur ouvrir les yeux, les horizons pour dire que dans d'autres pays, il y a d'autres choses qui existent. Puis même que j'allais dans des endroits à Cuba qui me disaient non, on parle pas de ça. Déjà, ils voulaient me faire taire parce que je voulais éveiller les Cubains, parce que je voulais leur faire éveiller qu'ils étaient dans un monde finalement où il n'y avait pas de droits humains, puis que c'était possible d'avoir un futur meilleur ailleurs, finalement, ou de se battre pour ses droits et de ne pas être soumis dans un système politique. J'imagine qu'eux autres, ils voulaient te faire taire parce qu'ils voulaient pas se créer des problèmes, parce que le fait d'en parler, peut-être, ça leur aurait occasionné des problèmes. Oui, parce qu'en fait, tu fais juste parler mal de ce pays-là et tu peux faire de la prison, prison politique facilement juste pour parler mal du gouvernement cubain, par exemple. C'est très, très mal vu. Il faut vraiment dire que c'est le meilleur et que Cuba, c'est le meilleur endroit du monde. Fait qu'ils veulent pas montrer aux gens, finalement, que Cuba est un pays comme ça. Ils veulent dire que c'est le meilleur pays et cacher toute, finalement, la noirceur. Je sais que c'est un beau pays, un endroit où les gens aiment aller en vacances, mais quand tu vois la réalité, ce qui se passe autour, c'est pas la même histoire. Puis c'est pour ça que moi, j'aime voyager. Quand j'aime voyager, je pars avec un sac à dos avec très peu de choses, avec juste un petit sac à dos, le moindre chose possible. Puis j'aime ça connaître la vie des gens là-bas. Je vais pas aller dans un tout inclus ou aller une semaine. Pour moi, ce n'est pas un voyage. Pour moi, voyager, c'est s'imprégner de la culture. C'est d'apprendre la langue du pays, mais aussi d'apprendre aussi. Il y a toutes sortes de rituels, il y a toutes sortes de choses spirituelles. Puis c'est très important de connaître aussi les mœurs et l'éthique des gens pour les respecter. Parce que c'est sûr que je vais pas aller en Inde, par exemple, habillée comme je suis habillée maintenant. Je vais me couvrir, je vais respecter leur environnement. Je trouve ça très important pour moi de faire des lectures aussi sur le pays, de faire des lectures aussi de comment ils vivent. Par exemple, en Inde, je sais que je pouvais pas m'asseoir du côté du chauffeur, je devais m'asseoir de l'autre côté du chauffeur. Tout plein de choses que pour respecter la culture, je trouve ça très important quand on voyage. Surtout en Inde, c'est des gens qui sont beaucoup spirituels avec leurs valeurs et leur culture, donc il faut les respecter. Là, pour en finir avec ton voyage à Cuba, parce que tu as fait l'Inde après Cuba, c'est ça? Parce que tu connais beaucoup l'Inde. Ouais, je connais beaucoup l'Inde, mais c'est ça. Pour venir à Cuba, c'était juste pour dire en fait une parenthèse que c'est en fait un pays qui me fait apprendre à voyager vraiment pour connaître une culture. Puis aussi, à Cuba, il y a une spiritualité qui est plus sombre, mais en même temps, où que la lumière, il y a aussi la noirceur. Puis à Cuba, ben, ils pratiquent. Je veux pas dire que c'est négatif, parce que je veux dire, c'est très, très beau aussi la spiritualité à Cuba, mais c'est qu'il y a aussi beaucoup de ombre. Fait que ils pratiquent beaucoup la religion Santeria,
qui est une religion qui est influencée du Nigeria, qui est en fait avec des santos, qu'on appelle aussi avec des danses, des rituels pour rentrer en transe et communiquer avec un dieu. Ça peut être, par exemple, le dieu Yemaya, de l'eau, ça peut être toutes sortes de dieux, puis on fait une danse et un chant qui va avec le dieu qu'on chante finalement. Puis il y a beaucoup de cérémonies aussi, mais des cérémonies qui sont très, très différentes de l'Inde et du Mexique. Mais ça se fait beaucoup avec les instruments, avec les percussions, mais ils utilisent aussi beaucoup les plantes aussi, puis ils utilisent beaucoup l'encens, mais ils utilisent beaucoup le cigare et le rhum. Ouais. On voit que tu es une personne passionnée quand tu voyages. T'en as beaucoup à dire. J'en ai trop à dire. Il faudrait faire une autre entrevue sur Cuba et autres, mais il y a tellement à dire là-dessus. C'est beaucoup. Ben, c'est ça. Ben, quand tu parles, on voit que tu es vraiment imprégnée dans cette culture. Ben, tu es une amoureuse des cultures, mais de Cuba en particulier, parce que tu as eu une relation avec un Cubain pendant plusieurs années. Ouais. Donc, c'est comme tatoué dans ton cœur. Ouais, ben en fait, pas juste avec. Oui, j'ai une relation de longtemps avec un Cubain, mais avant de rencontrer cette personne-là, même j'étais obsédée, on pourrait dire. Je disais aux gens que j'étais cubaine. Je voulais dire, en fait, je disais, moi, je suis moitié cubaine parce que dans le fond, j'ai été quand même à 19 ans là-bas. Puis j'ai commencé aussi à danser. Puis il y a comme un côté de moi qu'on peut dire le feu, le côté feu, très fort feu en moi, de la féminine sensuelle et de feu, a été très développé dans ce pays-là. Vraiment développé. Puis, Autrement dit, tu es devenue femme vraiment à Cuba à l'âge de 19 ans. je suis devenue une femme fatale, on peut dire, à ce pays-là. J'ai découvert la force de comment on peut avoir ce qu'on veut finalement avec l'énergie, avec la confiance, puis aussi de transformer toute sa timidité, parce qu'avant j'étais très timide. Ça m'a pris beaucoup de temps avant d'avoir, par exemple, rencontré quelqu'un parce que je me valorisais pas. Mais ce pays-là me fait montrer que non, que finalement, tout n'est pas dans le physique, mais aussi dans qu'est-ce que tu dégages au niveau de la fréquence. Ils m'ont appris ça. Puis j'ai comme transmuté ces énergies-là de confiance et de, par exemple, de dire non, je suis belle, je suis capable de séduire, etc. Puis je l'ai transmuté au Québec, puis j'ai eu des très bons résultats. Ça a bien fonctionné. L'art de devenir une femme à Cuba. Avec les cultures, la culture cubaine plutôt. Ouais, parce que Cuba, tu peux développer une sensualité vraiment au niveau de la danse, surtout la salsa, puis eux, ils utilisent beaucoup l'improvisation quand ils dansent. Puis c'est ça que j'aime, parce que ça vient me chercher plus dans qui je suis, parce que c'est moins... oui, il y a une technique, mais c'est beaucoup moins technique parce que ça y va vraiment avec le ressenti. Par exemple, si j'écoute une chanson que j'aime pas, je peux pas danser dessus. Il faut qu'elle vienne me chercher, il faut qu'elle vienne comme... je deviens comme incarnée finalement. Il se passe quelque chose où que je deviens comme, on peut dire, incarnée. Il y a comme une énergie, parce qu'une danse, c'est une énergie. Puis là, je pars en transe, là, même des fois après ça, comme la chanson est finie, puis je me dis, ah, ok, je reviens dans mon état naturel, on peut dire. Parce que je peux aller loin, là. Même juste écouter une musique, des fois, je me dis, telle musique, je peux pas l'écouter parce que je me transforme. Si, mettons, je vais dans un cours de yoga, puis je vais écouter un reggaeton, mais ça n'a pas sa place parce que je peux me transformer, puis je me transforme, puis je marche dans les rues, puis je danse même, puis je n'ai pas peur du regard des autres. Tu suis le rythme de la musique. Exact. Ça me dérange aucunement de qu'est-ce que les gens vont penser de moi, surtout quand j'étais jeune avec mon habillement, de comment je m'habillais. J'avais pas peur du regard des autres par rapport à ce qu'ils vont me regarder. Ils pouvaient tous me regarder, mais à la limite, je me disais, ben regardez-moi, je suis ce que je suis, je vais pas me cacher. Je reste authentique avec qui je suis. Vive l'authenticité. Être à 100%, c'est ça. Mais pour en revenir à la musique, comme tu dis, tu vibres à la musique, c'est par rapport à ta formation en musique aussi, ou ça part d'avant ça? Parce que tu as suivi une grande formation à l'université en musique? Ben, depuis enfant, j'ai toujours eu quelque chose de très puissant au niveau de la musique.
par rapport au chant, pour commencer, c'était vraiment la chorale et tout ça. Mais moi, quand je chante ou quand je joue de la musique, je suis connectée à mon cœur. Je peux pas faire de la musique si je ne suis pas connectée. Par exemple, j'ai fait plusieurs styles de musique à Montréal. J'ai joué avec les Rastaman. J'ai joué avec les Cubains, les Dominicains. J'ai même joué avec beaucoup avec la communauté africaine. Puis dans la musique, pour moi, ce n'est pas juste jouer de la musique pour jouer de la musique. Quand je joue de la musique, je veux savoir elle vient de où, qu'est-ce que je chante, à qui cette musique-là vient, à quel type d'histoire d'ancêtre je fais des recherches. Mettons, j'ai joué récemment avec des musiciens de cirque qui viennent de la Guinée. Puis j'ai appris beaucoup sur la Guinée. J'ai commencé à faire des recherches. Qu'est-ce que ça signifie tel mot? Ça vient de où spirituellement? Ça vient de où? Pour le sentir encore plus à l'intérieur puis le vibrer. Parce que sinon, si tu le comprends pas, puis tu fais juste jouer de la musique pour jouer de la musique de manière technique, tu peux pas non plus, toi, le partager au public pour qu'il ressente une émotion. Puis moi, jouer de la musique sans jouer d'émotion et pas le sentir, ça m'intéresse pas de faire ça. C'est autant dans toutes les sphères, autant au niveau de l'amour qu'au niveau de si je fais du yoga, je peux pas faire du yoga et pas le sentir. Fait que ça se transmute dans toutes les sphères de ma vie. C'est beau, hein? 100% authentique, Geneviève Duplain. Non, mais je trouve ça beau, tu sais, vraiment inspirant d'être connecté, puis c'est la réalité. Quand on la voit, c'est l'authenticité. Et merci, c'est gentil. Donc, l'authenticité fait vraiment partie de toi. Ressentir les choses, l'énergie, les gens même. Alors, quand tu joues de la musique, c'est vraiment la Geneviève Duplain dans son authenticité, dans tout ce qu'elle ressent dans son cœur. Puis ça, je trouve ça vraiment beau. Puis les gens qui ont la chance de t'avoir dans leur groupe de musique doit vraiment être aux anges parce que moi, je l'ai entendu jouer du jazz, puis elle est vraiment magnifique. Même à Playa del Carmen, ici, elle joue dans des clubs, puis les gens retournent pour l'écouter à chaque fois. Alors, si on met la boucle un peu sur Cuba, ça a été vraiment une bonne école par rapport à l'énergie. Qu'est-ce qui a été ensuite après Cuba? Ben, après Cuba, pour terminer, j'ai commencé à voyager. Pour moi, c'était très important de voyager à travers le monde. Parce que pour moi, les voyages, ça fait partie d'un épanouissement et de croissance spirituelle. Parce que on dit que les expériences de voyage nous fait apprendre vraiment, premièrement, sur l'ouverture à travers d'autres cultures, mais à travers le monde, pour comprendre, avoir des compréhensions aussi au niveau de l'humanité. Puis de voir aussi, pas de faire des comparaisons, mais de voir la gratitude qu'on peut avoir, de réaliser des choses qu'on réalise pas, qu'on a pour acquis. Mais quand on va dans certains environnements ou certains voyages où qu'on voit des choses, par exemple, terribles, on se rend compte de la chance qu'on a d'avoir grandi dans tel environnement, d'avoir ce qu'on a, puis de dire wow, je remercie la vie, la gratitude de plein de choses, puis d'apprécier encore plus la vie, justement, puis de pas prendre les choses pour acquis jamais dans sa vie. Parce que demain, on peut avoir un accident. Demain, on sait jamais qu'est-ce qui est demain. Fait que l'important, c'est de vivre sa meilleure vie comme on le peut, puis de faire justement une action ou quelque chose qu'on aime faire dans sa journée. Ouais. Se connecter à soi, vivre le moment présent, puis aller vers ses passions, c'est juste wow. Mais c'est vrai que les voyages, ça forme la jeunesse. Moi, depuis ma jeune enfance, on m'a toujours dit ça. Les voyages forment la jeunesse. Puis aussitôt qu'on commence à voyager, comme tu dis, on se rend compte de la chance que l'on a à vivre dans un pays où on a tellement d'abondance, puis ailleurs, c'est pas toujours le cas, malheureusement. Alors toi, après Cuba, tu as voyagé dans d'autres pays, comme lesquels, comme par exemple? Ben, en fait, après ça, j'ai été connectée au niveau plus spirituel, au niveau de l'Asie. J'ai commencé au début, je voulais y aller tranquillement parce que souvent, il y a des étapes. Puis moi, j'aime ça y aller par étapes parce que j'adore faire des recherches, j'aime ça lire avant de voyager. Fait que j'ai commencé avec la Thaïlande. Où c'était beaucoup par rapport au bouddhisme parce que j'ai commencé la méditation aussi, à faire de la méditation vraiment en silence. J'ai commencé à lire sur le Dalai Lama, j'ai commencé
à faire des recherches aussi au niveau des connexions, au niveau des montagnes. Puis j'avais fait la rencontre aussi d'un ami que j'avais fait au Mexique. C'était un autre voyage avant parce que j'ai étudié 1 an au Mexique à Monterrey en 2011 et j'avais un ami mexicain que en fait il n'y avait rien à voir avec un physique mexicain, c'était pour moi un bouddhiste. Il avait les cheveux rasés, il avait l'air, si tu me dirais que c'est un bouddhiste, j'aurais dit oui. Il y avait le tatou Mani Padme Hum tatoué sur le bras. Puis c'est devenu un grand ami, puis aussi un grand guide de la méditation. Puis j'ai été intéressée à aller en Thaïlande et de voir les temples bouddhistes. Puis ça a été une grande révélation pour moi de voir cette force spirituelle-là, de voir des moines, de sentir, de voir les temples bouddhistes, de m'asseoir devant un gros temple, de m'asseoir devant un grand Bouddha. J'ai vu le temple bleu, le temple blanc, le Bouddha couché, d'avoir visité des temples merveilleux dans le nord de la Thaïlande. Ça a été vraiment magnifique. Mais tu avais quel âge à ce moment-là? Ça, c'était en 2017, là, c'était dans le début trentaine. Là. Je devais avoir 31, 32 à ce moment-là. Ouais, quand j'ai été là-bas. Puis ensuite, j'ai été à Bali aussi, puis j'ai eu une connexion aussi avec l'hindouisme. Mais c'est un hindouisme qui est pratiqué de manière différente de l'Inde. C'est vraiment, là, j'ai pu le comparer parce que j'étais à Bali avant. Eux, ils vont plus avec des offrandes. Il y a plein de petites offrandes dans les rues. Puis ils vont aussi beaucoup avec le Galungan parce que c'est comme un peu le Mexique, le Galungan. C'est qu'ils reconnectent avec les êtres chers qui ont perdu dans leur vie. Puis ils font la reconnexion avec les personnes qui ont perdu ou leur guide. Puis ils font des hôtels devant leur maison pendant 1 semaine. Puis ils se purifient, il y a beaucoup de cérémonies. Puis s'ils ont des grandes demandes à faire, c'est à ce moment-là qu'il faut qu'ils le fassent pour la nouvelle année. Puis c'est au temps de Galungan. Puis j'ai été à Bali durant cette période-là et c'était vraiment magnifique toutes les cérémonies que j'ai fait. J'ai fait des cérémonies dans l'eau, j'ai vu des prêtres balinais, j'ai assisté à des spectacles des gamelans balinais, j'ai fait des cérémonies à Bali avec dans la jungle, dans les rizières, où que j'ai vu des maîtres balinais qui sont très très forts aussi au niveau des énergies. Tu as vécu beaucoup d'expériences spirituelles. C'est vraiment magnifique. Puis après Bali, ça a été l'Inde. C'est là que tu as eu encore une plus grande ouverture sur ta spiritualité, la méditation. Tu as été dans des ashrams aussi. Alors, raconte-nous un peu la suite. Ouais, j'ai été en Inde ensuite, mais c'est ça, parce que des fois, quand on est connecté au niveau spirituel, on a un côté aussi qu'on veut aider l'humanité, que ça fait partie de moi. Puis j'étais dans une relation aussi on peut dire que j'étais une sauveuse et tout ça, mais c'était pas forcément une relation qui était saine. Puis à un moment donné, je me disais, mais non, ça va bien aller. Je voyais toujours dans la personne la lumière. Fait que je m'accrochais sur la lumière et non sur la noirceur. Mais à un moment donné, on s'oublie aussi en tant que personne. Puis là, ça ne fonctionne plus. Ça devient un débalancement. Puis ça devient toxique au niveau de l'énergie. Ça devient toxique au niveau à plein de niveaux. Puis à un moment donné, j'ai décidé d'aller dans un ashram justement à Valmorin parce que je voulais vraiment connecter puis prendre des décisions parce qu'à ce moment-là, pour moi, prendre une décision, c'était très difficile pour moi de faire des décisions. C'est toujours quelque chose qui me fait remettre en question. Puis j'ai été dans un ashram justement pour prendre des décisions parce que c'est une relation quand même de plusieurs années. Puis je me posais des questions, est-ce que je continue? Est-ce que je continue pas là-dedans? C'est quoi ma vérité? Fait que j'ai été dans l'ashram pour trouver ma vérité. Puis à un moment donné, il y a eu plein de signes. J'ai vu dans l'ashram justement qu'il y avait un voyage qui était marqué Yatra. C'est un voyage spirituel en trekking, de monter des montagnes, tout ça. Puis j'ai dû faire ça rapidement, aller chercher mon visa, etc. Puis je me suis dit, go, faut que j'y aille. Fait que moi, je suis une personne. T'as eu l'appel en toi. Ouais, j'ai eu l'appel, puis moi, je suis une personne très impulsive. Par exemple, je pouvais acheter un billet d'avion comme ça, puis paf, je m'en vais. Là. C'est comme ça. Moi, je fais les choses vraiment de manière. Comme ma décision est prise, ça va vite. Des décisions intuitives. Ouais, intuitive, ouais. Fait que j'ai été en Inde, puis ça a été un voyage qui m'a beaucoup changé, éliminé ma vie.
sur le respect de moi-même, finalement. Le respect de moi. C'est là que j'ai réalisé à quel point j'étais capable de réaliser des choses parce qu'on m'avait dit, justement, dans cette ancienne relation-là, plein de choses négatives que je n'étais pas capable de puis à force de se faire dire ces mots-là, parce qu'on dit le pouvoir des mots est une intention, de se faire dire autant les positifs, mais dans la noirceur aussi, de se faire dire que tu vaux rien, de se faire dire que tu n'es pas capable, que tu vas rencontrer personne d'autre, puis que, etc. Ben, inconsciemment, ton cerveau aussi, au niveau de l'énergie, l'enregistre. Puis quand j'étais en Inde, mais ça a été des mots plutôt positifs, de dire, mais non, t'es capable. Puis là, ça a été la lumière plutôt que la noirceur. Fait que là, c'est là que je me suis rendu compte que le pouvoir des mots est très puissant. Puis même si on vit de la violence qui n'est pas forcément physique, mais de la violence verbale, ça peut être plus dommageable que la violence physique, finalement. Exact. Mais une chance que tu as eu l'appel d'aller dans le ashram à Montréal, ça t'a permis de réévaluer ta relation qui était toxique, puis de te choisir, puis d'avoir été guidé pour aller en Inde. Et tout ça part de la connexion de toi avec ton âme, puis connexion divine. On parle de connexion divine ici. Ouais, fait que là, j'ai commencé mon voyage en Inde. Puis quand je suis revenue à Montréal, j'étais une autre personne. J'étais toujours moi, mais j'avais des canaux, mais des canaux encore plus ouverts. Puis là, à ce moment-là, je me suis dit, si cette personne-là ne me respecte pas, mettons, je me faisais des objectifs, ben je me disais, ben je peux plus continuer vers ce chemin-là. Puis j'ai décidé de me choisir finalement. Puis j'ai réussi à sortir de cette relation-là parce que plusieurs fois, j'étais comme dans une espèce de cercle. Je me séparais, je revenais, je me séparais, je revenais. Puis j'étais jamais capable de me détacher à 100% de cette relation-là. Puis cette fois-ci, j'ai été capable de le faire. Mais qu'est-ce qui m'a fait vraiment détacher de cette relation finalement, c'est que après ça, quand je suis revenue en Inde, juste un peu avant la COVID, ben en fait, là, j'ai commencé vraiment à me recentrer sur moi-même, à faire beaucoup d'exercices, à faire beaucoup de yoga, puis aussi à faire vraiment des choses dans une discipline très stricte parce que j'étais souvent au gym, mais je voyais pas de résultats au niveau de mon physique parce que j'ai pas toujours été comme je suis maintenant. J'avais un surplus de poids, mais qui avait zéro résultat. Mais en faisant des recherches aussi au niveau de plein de choses au niveau énergétique. Ton côté curiosité et bien-être, t'as fait faire des recherches, c'est bon ça. Oui, non, vraiment. Parce que dans le fond, ça disait que peu importe si tu faisais de l'exercice puis tout ça, mais qu'il y avait quelque chose qui te pesait au niveau de ton âme, les couches de graisse vont rester là par mesure de protection énergétique. Fait que je vivais une relation toxique, puis peu importe ce que je faisais puis que je le méritais pas, ça faisait que je voyais pas de résultats au niveau physique. Mais moi, je n'étais pas comblée parce que mon esprit n'était pas ce que je représentais au niveau physique. Puis à un moment donné, je me suis dit, OK, là, je vais aller bientôt vers... j'avais 33 ans à ce moment-là. Je me suis dit, tu sais, il y avait aussi des livres qui disaient qu'à partir de 35 ans, là, c'est fini. Fait que là, je m'étais dit, là, j'ai bientôt 35 ans, il faut que je me prenne en main. Puis là, je me suis dit, je le mérite. C'est pas le fait que je m'entraînais pas ou que je mangeais très bien, mais je disais, là, je mérite les résultats. Juste en changeant ça, de le mériter et de dire que j'allais voir les changements sur moi physiquement, en l'espace de 1 mois, ça a été très rapide. J'ai perdu 22 livres en l'espace de 7 semaines. Je l'ai perdu comme ça, paf! Le pouvoir de la pensée et du mental, hein, c'est puissant. Ouais. Fait que là, j'étais contente parce que là, je voyais que mon physique allait avec la personne que j'étais vraiment. Puis là, j'ai commencé à avoir une routine, puis j'ai commencé vraiment à garder cette discipline-là. Puis là, en tout cas, j'ai eu plus de résultats encore plus, c'est que là, j'étais encore plus contente. Puis là, il y a la... Mais excuse, mais 33 ans, c'est l'âge du Christ, c'est l'âge où on prend des décisions, puis on a une connexion christique. Ouais, peut-être, ouais, c'est ça. Fait là, c'est ça. Puis après ça, la COVID est arrivée. Puis, mais malheureusement, j'ai eu
comme une hernie discale en faisant un exercice et tout ça. Puis là, j'ai eu vraiment un problème au niveau de marcher, un problème au niveau... j'étais vraiment comme pas bien physiquement. Puis ben, j'ai fait encore d'autres recherches que l'Inde m'a aidé beaucoup, justement, par rapport à transmuter toute la souffrance et la douleur, que tout est possible, que même si, mettons, les médecins scientifiques ils vont te dire des solutions, moi, j'ai été au-delà. Puis je voulais pas l'opération, je voulais pas m'infiltrer de la cortisone, je voulais pas utiliser des médicaments chimiques. Fait que j'ai été vraiment avec la médecine ancestrale, avec le pranayama, avec le qigong, avec les mouvements énergétiques, avec des plantes de toutes sortes que j'ai essayé pour enlever l'inflammation, de l'argile verte, des huiles essentielles. J'ai fait de l'acupuncture avec des traitements énergétiques au Québec. Là. J'ai commencé comme ça au Québec. Mais après ça, bon, il y a eu l'histoire de la pandémie qu'il fallait que je quitte. Le Québec, ça aussi, c'était une autre histoire de ressenti. Puis après ça, ben, j'ai décidé de venir au Mexique malgré que les médecins ne me le recommandaient pas. On utilisait souvent au Québec fortement recommandé de ne pas y aller, mais moi, j'ai été fortement recommandée d'y aller. Fait que finalement, je me suis guérie ici au Mexique à travers les éléments. Puis je sais pas, pour moi, j'ai toujours été connectée avec l'eau depuis que je suis enfant. Même ma mère m'appelle Grenouille parce que j'ai toujours été connectée à l'eau. Quand j'étais enfant, il y avait de la misère à me sortir du lac, il y avait de la misère à me sortir de la piscine. J'étais toujours connectée avec l'eau. Puis encore aujourd'hui, ma mère, elle m'appelle ma grenouille parce que j'étais encore connectée à l'eau. Fait que au lever du soleil, pour moi, c'est très important. J'ai commencé à aller au Mexique, de connecter avec la mer parce que c'est mon élément. Surtout au lever du soleil, j'ai commencé à respirer avec les éléments, à danser avec les éléments, à danser avec l'océan. Fait que c'est pour ça que mon projet, justement, ça s'appelle Sunrise Dance with Ocean parce que je l'ai fait au lever du soleil puis je l'ai fait avec l'océan. Puis c'est comme un ashram pour moi. C'est l'ashram mon ashram, c'est l'océan finalement. Puis à travers les traitements, mais surtout à travers la croyance que j'étais sûre à 100% que j'allais guérir, mais aussi la force de la croyance intérieure que je pouvais transmuter, j'ai réussi à me guérir ici au Mexique de mon hernie discale, puis je marche aujourd'hui. Puis quand j'étais au Québec, ils m'ont dit que j'avais un diagnostic de 8 sur 10. C'était vraiment, vraiment très douloureux, mon nerf sciatique. Puis mon médecin, il pouvait pas me dire si je pouvais remarcher normalement à nouveau. Fait que j'ai vécu la noirceur de l'âme, vraiment la noirceur de l'âme, parce que tellement que je voulais plus être sur cette terre. Fait que c'est pour ça que je parle de la noirceur de l'âme. Je suis passée par plusieurs émotions, où que là, j'ai transmuté la noirceur de l'âme en lumière finalement, parce que je suis ici maintenant, aujourd'hui, ici, et guérie, puis avec un projet spirituel qui, j'espère, va inspirer d'autres personnes. J'en suis certaine. Mais j'aimerais revenir à ton hernie. Est-ce que c'est dû par rapport aussi à la relation toxique que tu as eue, la douleur que tu avais dans ton âme qui s'est transmutée dans ton hernie? Parce que souvent, le mal a dit, c'est probablement tous les problèmes que tu as eu à faire face dans ta jeunesse, ta jeune vie d'adulte, qui a fait en sorte que tu as développé cette maladie. Ouais, ben en fait, tu dis, en fait, on n'est pas quelque chose pour rien finalement. Il faut toujours trouver la source. Fait que la source, c'était plusieurs choses. Il y avait une accumulation de plusieurs choses finalement, qui était une relation qui me convenait pas. Puis finalement aussi au niveau que j'évoluais de plus en plus, puis ça venait vraiment plus à moi cette relation-là. Puis aussi, par rapport aussi à mon travail, puis aux trucs qu'on a eu au Québec, parce que, bon, j'étais différente des autres. Fait que j'ai eu la pression au travail, j'ai eu la pression avec ma famille. Puis encore là, j'ai dû faire un choix aussi, encore une fois, un choix qui sort de l'ordinaire, encore une fois. De toute façon, j'ai toujours été différente. Puis j'ai été vers la voie, justement, de me choisir et de faire les choix pour moi finalement. Les meilleurs choix pour toi, Ouais. selon tes ressentis, ton inspiration. Ouais, exactement. Fait que c'est sûr que quand on a quelque chose, comme une blessure ou autre, ça part de quelque chose inconscient, puis ça part aussi d'un mal-être intérieur au niveau de l'âme. Fait qu'il faut trouver, travailler c'est quoi, puis je savais que c'était ça.
c'était au niveau de cette relation-là, mais aussi une accumulation de d'autres choses, un travail qu'à ce moment-là, ça me convenait plus. Je me sentais comme pas écoutée non plus dans ma vision de comment je voyais les choses au niveau de la COVID. Pas respecté par rapport à ce que toi tu ressentais, tes valeurs, etc. Exactement. Puis que j'ai réussi, c'est ça. Puis au Québec, en fait, il y a une personne vraiment spéciale qui m'a aidée, là, un acupuncteur, que lui, ça a été le premier où il était très, très, très spirituel. Il m'a pas demandé c'était quoi mes douleurs physiques, mais c'était quoi mes douleurs émotionnelles. Puis lui, il a fait vraiment un travail. Je dois dire que physiquement, pour être sincère, ça m'a pas tant aidé. Mais au niveau de me donner de la lumière puis d'avancer, c'est lui qui me fait réaliser finalement que c'était possible de se guérir. Parce que souvent, au niveau scientifique, ils vont dire, ben non, tu vas devoir apprendre toute ta vie à vivre avec ça. Il n'y a pas de possibilité de guérison. Mais lui, cette personne-là, il me dit, c'est qui ces gens-là pour te dire que c'est pas guérissable? Fait que ça a été comme une lumière, justement, cette personne-là, à me dire, OK, pour une première fois, lui me dit que c'est possible de transmuter. Fait que c'est là que j'ai vu une lumière par rapport à ça. La transmutation de ton pouvoir mental, d'avoir toute la maladie finalement, mais qui n'est pas une maladie, mais de transmuter tout ça finalement, puis de la changer. Parce que c'est ton pouvoir, c'est toi, puis t'es ta propre médecine et ton propre maître et ton propre guide de ton chemin, de qui tu es. T'es le propre créateur en union avec l'univers finalement. On crée avec l'univers. Autrement dit, tu peux écouter la version ou ce que d'autres personnes te disent, mais c'est toi qui as le dernier mot. Tu décides qu'est-ce que tu veux faire de ta vie. Tu l'écoutes ou tu vas vers tes ressentis. Puis tu as été vers tes ressentis, puis c'est aujourd'hui, tu es guéri de cette hernie qui ne t'appartient plus. Tu lui as dit bye bye, adios, adios, vu qu'on est au Mexique. puis qu'au... Puis aujourd'hui, la vie est plus lumineuse pour toi. Tu as dit que tu as eu la noirceur de l'âme. Tu t'en es sorti avec le yoga, la méditation, ton intuition. Et ton projet aujourd'hui, Sunrise Dance with Ocean, part de tout ce bagage-là que tu as vécu, ton bagage par rapport à tes voyages spirituels, toute la connexion que tu as avec les éléments, la dame nature, la Pachamama qu'on l'appelle ici au Mexique. Donc, ton projet, tu l'as créé à partir de tous tes ressentis ici à Playa del Carmen au Mexique. C'est là que tu as découvert vraiment ta mission de vie, Geneviève Duplain. Parle-nous de ça. Ben oui, c'est tout ça, qu'est-ce que tu as dit, c'est un bon résumé, mais il y a aussi un autre élément qui m'a beaucoup frappé aussi par rapport à ça, par rapport à connecter avec ma divinité, puis aussi de connecter avec encore plus avec mes ressentis. C'est que j'ai travaillé beaucoup sur moi-même, premièrement, vu que j'étais dans une relation toxique, j'ai décidé d'être toute seule. Puis je me rappelle aussi quand j'étais jeune adulte, j'ai toujours, je pouvais pas mettre des mots parce que j'avais pas les mots, mais j'avais les ressentis. J'ai toujours cru à l'amour sacré, toujours cru à l'amour comme magique, mystique, toujours avec le toucher, avec la connexion de âme à âme, de cœur à cœur. C'est toujours ça que pour moi c'était. Fait que moi, quand j'ai rencontré une personne, quand j'étais jeune adulte pour moi, puis que pour moi c'était waouh, c'est l'homme de ma vie. Moi, puis après ça, je suis tombée très bas parce que je me suis dit, dans quel monde on est, mais finalement, c'était le contraire. C'était moi qui étais dans un conte de fées, on peut dire, que je suis tombée de très bas parce que je lisais des livres de littérature de Anais Nin. C'est une auteure qui faisait des genres de rencontres avec des artistes, avec des intellectuels, puis il parlait juste d'art et de choses cosmiques. Puis moi, j'ai toujours vécu là-dedans, de lire même des livres sur de comment aller voyager dans d'autres dimensions et tout ça. Puis j'ai commencé à lire des livres là-dessus très, très jeune, du Bernard Weber, en fait, comme les Thanatonautes, ou qui faisaient des expériences justement par rapport par exemple, à pas simuler une mort, mais quasiment simuler la mort pour voir qu'est-ce que la personne voyait à travers les voyages de... Fait que j'ai lu ces genres de livres-là, Les fourmis, etc., des trucs comme ça. Puis
J'ai toujours cru à l'amour sacré puis à des choses par rapport à l'âme, de connecter à l'âme. Fait que pour moi, je voulais une relation comme ça dans ma vie, avec une personne spéciale avec qui j'allais connecter dans toutes les dimensions et dans toutes les sphères. Et je m'étais dit, moi, je pense pas rencontrer ça dans ma vie, à moins que je rencontre moi, mais en homme, un jumeau finalement. Puis ça a été comme lancé comme ça dans l'univers. Puis je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais j'ai rencontré une espèce de personne, connexion comme ça dans ma vie qui m'a encore fait plus élever au niveau de ma divinité sacrée, puis au niveau de communiquer à travers les autres dimensions. Même si on est séparés physiquement, il reste toujours l'énergie, puis j'ai commencé à comprendre comment connecter à travers les énergies, puis au niveau des synchronicités, à travers les messages de l'univers, à travers des rêves, à travers des voix, à travers à travers la nature. Parce que le vent peut être un message. Tu peux poser la question au vent, tu poses la question, elle te donne un message. Ça peut être avec une chandelle, la chandelle va te donner un message. Ça peut être avec le son d'un animal, avec quelque chose, quand tu te connectes, tu poses une question, quand tu médites, puis là, la nature te répond à travers ta question. J'ai commencé à développer une communication astrale avec la nature, mais aussi une connexion énergétique avec l'énergie de l'autre, qui m'a nourri, qui était aussi quand même très bien au niveau de mon élévation. Mais aussi, tu peux rentrer aussi un peu dans les noirceurs parce que c'est comme des va-et-vient énergétiques. Mais en même temps, pourquoi ça vient te blesser? C'est parce que ça vient en miroir. Puis ça vient travailler tes blessures que tu dois travailler, qui ont pas été nettoyées, qui doivent être libérées. Fait qu'il faut juste être dans la gratitude et dire merci à cette personne-là parce que c'est le parcours qui est beau, c'est pas finalement la finalité. Dans le sens elle te fait évoluer, elle te fait grandir intérieurement. Elle me fait grandir parce que dans le fond, c'est un des plus beaux cadeaux finalement. C'est parce que ça va te faire travailler au plus profond de toi les choses qui doivent être libérées et nettoyées. Puis de savoir juste que cette personne-là existe, pour moi, c'est juste dire merci à l'univers finalement, de dire que une personne comme ça existe sur la Terre, que je pensais pas que ça pouvait exister, mais qui existe. Donc, tu croyais à l'amour sacré, à la connexion entre flammes jumelles. Tu as rencontré cette flamme jumelle, est-ce que tu nous dis? Vous êtes éloignés, vous n'êtes pas ensemble, mais il y a une connexion divine qui se passe entre vous deux. C'est bien ça? Ben ça, c'est ma vérité. Pour le moment, c'est ma vérité. Moi, je suis pas l'autre, je sais pas, mais moi, c'est ma vérité. Puis le plus important pour moi, c'est que je reste authentique. Puis souvent, on a des doutes. Souvent, il y a des choses qui nous feraient fait mettre en doute à cause qu'on a des personnes qui sont de l'extérieur. Fait que moi, j'ai appris ici au Mexique, justement, qui est une terre sacrée pour moi, où que justement, la terre des œufs cosmiques, où que justement, c'est la place où des reconnexions d'âmes, où qu'il y a des familles d'âmes. On a même ici au Portal Maya, à Playa del Carmen, justement, une statue sacrée pour moi qui représente tout ça, justement, l'amour universel, l'amour inconditionnel. L'amour sacré? Oui, l'amour sacré, exactement, mais qui est la même chose, c'est des mots que c'est l'amour qu'on peut dire alchimique, quantique, comme vous voulez. Il y a plusieurs mots qu'on peut l'appeler, même de connexion. C'est ça qui... on revient à cette terre-là, les gens qui sont connectés. Puis on vit tout plein de synchronicité avec des gens, des familles d'âmes, justement, toi ou d'autres personnes, où qu'on connecte parce qu'on est connecté. Fait que plus qu'on est connecté avec notre essence, plus qu'on attire des gens qui nous ressemblent au niveau de notre fréquence vibratoire. Puis plus qu'on s'élève, justement, c'est toutes les choses négatives qu'on veut plus attirer dans notre vie s'éloignent, justement. Fait que ça, c'est un beau cadeau d'avoir rencontré cette connexion-là parce que ça me fait aussi développer ma créativité là, à 100%, autant dans la musique que dans mon projet, justement, où que j'écris. C'est comme l'écriture automatique, là. J'écris, j'ai reçu des messages, puis j'ai ressenti de plus en plus que cette mission-là, je dois la faire. Puis elle vient de plus en plus forte dans mon cœur. Puis c'est pour ça que j'ai décidé de le réaliser. Même si on a des peurs financières, même si on a des peurs, il faut y aller dans l'abondance pour faire circuler nos peurs. Puis, parce que si on compte trop nos sous, puis qu'on se dit, ah non, ça va me coûter trop cher faire une vidéo promotion, non, ça va me coûter trop cher. Mais il faut faire confiance à la vie puis dire, OK, je vais dans cette énergie-là, ça va me revenir. Parce que si on fait pas de saut, puis moi-même, je dis qu'il faut qu'on soit
qu'on aille au-delà de nos peurs. Fait que moi, il faut que je le fasse aussi parce que je suis pas authentique. Fait que tout ce que je fais, je l'ai fait dans ma vie, je l'ai fait puis je le vis réellement. Je vais pas faire quelque chose juste pour le montrer en surface. Je le vis dans ma vie de tous les jours. Puis dans un projet spirituel que je trouve très important puis qui est important pour moi, c'est d'être authentique, de pas juste parler pour parler et de vivre un processus spirituel de manière intellectuelle, mais de le vivre de manière vraie et réelle, pas juste de l'intellectualiser finalement. De le vivre avec son corps, avec ses émotions, puis son ressenti, puis d'être connecté au cœur. Ouais, exactement. Je pourrais pas faire quelque chose qui n'est pas connecté parce que je trouve que c'est une responsabilité énorme. Parce qu'après ça, il y a des gens qui vont s'identifier à toi. Il y a des gens qui vont aussi avoir une admiration envers toi. Fait que moi, le plus important pour moi, c'est d'être un guide pour les autres. C'est pas de moi de dire ta vérité ou que je vais te guérir. Parce qu'on est notre propre guérisseur intérieur. Moi, je peux te donner des outils, je peux te partager mon histoire, je peux te dire mon regard extérieur de qu'est-ce que je peux voir ou ressentir. Mais ton chemin, c'est toi qui vas le faire. C'est vous-même qui allez le faire à travers vos expériences, mais à travers des rencontres, à travers des outils, etc. Je suis certaine que tu sauras être un bon guide par rapport à, malgré ton jeune âge, c'est quand même pas très vieille, dans début trentaine, 35 ans aujourd'hui. Tu as un bagage différent des autres, tu t'es créé un chemin d'apprentissage extraordinaire, puis je trouve ça merveilleux. Donc, malgré ton jeune âge, tu as un bagage qui peut aider des personnes de tout âge, entre autres. Oui, exactement, parce que la spiritualité, pour moi, ça n'a pas d'âge. Parce que, par exemple, une personne peut être très, très jeune, par exemple, avoir dans la vingtaine. Par exemple, la personne ici là, qui m'a beaucoup aidée au niveau de mon hernie discale, il avait seulement 25 ans, mais j'y ai fait confiance parce que j'ai ressenti son énergie. Puis c'était une vieille âme. Fait que je peux voir qu'il y a des personnes qui sont jeunes, mais qui ont des vieilles âmes, puis qui sont connectées. Puis aussi, on peut avoir aussi de l'expérience au niveau de l'âge, mais avoir un cœur d'enfant aussi, mais d'être connecté. Fait qu'il y a toutes sortes d'énergies finalement. C'est comme. On n'a pas d'âge. Moi, je trouve qu'on n'a pas d'âge. C'est notre âme qui a du vécu, mais sur la terre, dans la matière, on est juste un corps qui enveloppe une âme finalement. Pour moi, c'est ça. Autrement dit, nous sommes des êtres de lumière et nous faisons éliminer notre lumière sur Terre. Faut juste choisir de la façon, comment on veut qu'elle soit, qu'elle illumine l'autre. Puis toi, ben, tu as choisi une belle façon avec ton programme Sunrise Dance with Ocean. Ça, c'est un programme que tu as conçu ici, que tu as imaginé ici, avec tout ton bagage, ton parcours, avec l'énergie de la mer, du vent, de la terre, de l'eau. Donc, parle-nous un peu de ce programme-là. Qu'est-ce que tu veux en faire exactement? C'est une retraite que je propose aux gens finalement de mon parcours. Qu'est-ce que moi, ça m'a aidé finalement. Puis, il y a beaucoup de recherches aussi scientifiques maintenant qu'on peut voir sur les réseaux, que quand on est connecté avec la nature, on a quelque chose qui nous reconnecte avec notre essence, puis on a aussi la guérison qui se fait naturellement. Par exemple, je peux dire un exemple avec un patient, par exemple, qui est dans une chambre à l'hôpital, qui va avoir aucune vision dans sa fenêtre, juste du béton, par exemple, puis il va avoir un autre patient qui va avoir exactement la même chose, mais avec des arbres puis de la nature. La personne qui va avoir la vision de la nature va être établie beaucoup plus vite que l'autre personne qui n'aura pas de nature devant lui. Fait que finalement, moi, qu'est-ce que je propose aux gens, c'est de connecter avec la nature, que ce soit la mer, le vent, le soleil, pour se guérir dans toutes les sphères, que ce soit un problème physique, émotionnel, intellectuel ou un manque de confiance en toi, etc. De revenir rechercher ta confiance en toi puis de te connecter vraiment avec qui tu es aussi puis de savoir est-ce que ta vie que tu vis en ce moment, est-ce que tu es heureux dans ta vie? Est-ce que c'est vraiment ta mission de vie? C'est quoi ta mission de vie à toi, par exemple, Cathy? Est-ce que tu as fait les bons choix? Est-ce que c'est ça que tu veux vraiment dans ta vie? Puis de donner des outils de comment écouter sa voix intérieure parce qu'on a souvent le mental égo. Puis le mental égo, il n'est pas facile à différencier
versus est-ce que ça vient du cœur. Fait que la méditation est très importante aussi, qu'on peut la faire soit en silence, mais aussi en groupe, qui nous aide aussi au niveau des énergies, parce qu'on est encore plus fort ensemble, parce qu'on est un ensemble. Finalement, c'est le transfert énergétique des autres dans la belle énergie, finalement, qui nous reconnecte à notre source, puis de dire, est-ce que ma vie que j'ai en ce moment, est-ce que c'est la vie que j'ai rêvée? Si, par exemple, demain, ma vie serait éteinte ici, est-ce que j'ai des remords ou est-ce que je suis épanouie de ce que j'ai accompli maintenant? Fait que dans le fond, c'est de combattre nos peurs. C'est comme moi et Cathy, on a fait le saut dans un cénoté, justement. Puis moi, j'ai le vertige, puis j'ai réussi à sauter, Cathy aussi d'ailleurs. Fait que de sauter dans le vide finalement, puis de ne pas avoir peur de l'inconnu, parce qu'on a toujours des questionnements financiers, le regard des autres. Aussi, on est des prisonniers dans des lois, dans des restrictions, dans des religions, dans des responsabilités, des fausses croyances. Mais puis on s'oublie à travers ça, puis on ne vit pas notre mission qu'on veut faire, parce qu'on est prisonnier ou prisonnière de plein de fausses croyances et de restrictions et du regard des autres. Fait que c'est ça que je veux aider les gens là-dedans, à savoir est-ce que c'est quoi tu viens chercher ici à Playa aussi. On a aussi plein d'outils au niveau de la médecine ancestrale, des rituels, des témascales, des cérémonies, de connecter justement avec la nature, qui va nous aider encore plus à nous connecter avec notre troisième œil, justement, qui est l'intuition, pour choisir notre bon chemin. Parce qu'on peut ressentir des choses, même moi je le sens dans mes bras, je peux le ressentir au niveau physique, des choses que tu veux y aller, mais tu sais que tu ne dois pas y aller. Il faut apprendre à s'écouter finalement, puis à savoir à écouter notre cœur plutôt que d'écouter aussi des choses négatives de l'extérieur qui vont juste par jalousie aussi, de dire non, tu vas pas réussir, non, tu rêves trop grand. Souvent, on me dit t'es trop dans tes rêveries, t'es trop. C'est beau rêver, oui, c'est vrai que des fois, on peut aller trop loin, c'est vrai, mais de faire un équilibre entre d'avoir les pieds sur terre, mais avoir aussi les yeux vers le ciel, puis d'essayer d'avoir justement un équilibre à travers ça. Parce que de se dire, par exemple, de visualiser notre rêve, mais de mettre des actions concrètes pour le mettre dans la matière. Parce que le pouvoir des mots est très fort, mais aussi l'action, puis aussi de s'imprégner d'énergie positive et de le visualiser, puis d'y croire, parce que la croyance est très forte. Je me suis guérie avec ma croyance. Fait que si tu as un rêve très très fort, je pense que tout est réalisable, parce que tu es le créateur de ta propre vie. Puis tout l'univers va aspirer à ce que tu réalises ce rêve-là, si tu y crois vraiment. Mais tu dis que tu t'es guéri avec tes croyances, mais il y a des croyances que certaines personnes ont qui sont pas nécessairement bonnes, qui partent de leur famille, des connexions ancestrales aussi, je veux dire, de leurs ancêtres, puis qui pensent qu'il faut travailler fort pour gagner de l'argent, qu'il faut dormir tant d'heures, qu'il faut, tu sais, faire ci, ci, ci. Mais tu sais, c'est ça, dont ton programme peut aider à changer ces croyances-là qui Oui. sont négatives. Ouais, et en fait, ça, c'est pas juste dans les familles, c'est au niveau de la société. En fait, c'est qu'est-ce qu'on appelle une programmation. Nous, on n'est pas des robots, en fait. On n'est pas, je veux dire ça, de dire que de manger le petit déjeuner, par exemple, c'est le repas le plus important de la journée, mais tu vas aller dans un autre pays, ils vont dire de faire un jeûne. Ils vont dire justement que c'est pas bon déjeuner, parce qu'il faut justement régénérer nos cellules digestives, il faut refaire la régénération de nos cellules. Puis on a toujours dit que c'était bon aussi dans certaines médecines ancestrales, les jeûnes, c'est vraiment la meilleure chose à faire justement pour faire un super bon nettoyage, autant de notre physique que de notre esprit, pour avoir une clarté aussi, parce que faire des jeûnes aussi, ça nous aide à prendre des décisions plus importantes au niveau de la clarté aussi, parce que on est concentré, on est plus concentré sur nous, sur notre essence, puis à prendre des décisions plus éclairées. Fait que je vais parler aussi de ça, de prendre des décisions plus éclairées, parce qu'il faut se déprogrammer d'un programme qui nous a été menti par des fausses croyances. Par exemple, tu dis de dormir 8 heures. Moi, j'en dors 5 heures, puis là, je suis rendue que j'en dors 4 heures à Playa del Carmen, puis j'ai plein d'énergie. Je veux dire, je me couche à 1 heure du matin, je vais me lever à 5 heures le matin, j'en ai pas de problème, je vais pas faire de sieste. Puis c'est une énergie.
C'est une énergie qui est là, donc j'ai pas besoin de dormir 8 heures par jour. Je vais pas me stresser à dire telle personne me dit qu'il faut dormir 8 heures par jour. Mon corps me dit que je dois dormir 5 heures. C'est parce que tu écoutes. Ouais, c'est ce que je voulais dire. Tu écoutes ton corps, mais d'autres personnes ont vraiment besoin de 6 heures. Sans ça, ils sont pas bien. Mais aussi, tout part de l'équilibre de vie, de bien se nourrir, comme tu parles, et faire de l'exercice. Avec ton énergie, tu l'obtiens comme ça, être devant la mer aussi, dans la mer. Oui, oui, je danse dans la mer. J'aime baigner l'après-midi aussi. Je me baigne dans la mer. Puis aussi, je suis végétalienne maintenant. Avant, j'étais végétarienne, mais maintenant, je suis végane. Végétalienne, ça veut dire, en fait, je ne mange ni d'œufs, ni... En fait, tout ce qui est dérivé de produits animaux, produits laitiers. De toute façon, les produits laitiers, j'en prenais pas de toute façon, du lait. Puis aussi, par rapport à l'exercice, je fais de l'entraînement au moins, en tout cas au Québec, là, je m'entraîne au moins 5 jours semaine. Je fais du yoga aussi, je fais de la méditation. Fait que pour moi, c'est très important d'avoir une discipline au niveau alimentaire, mais aussi au niveau du corps. Parce qu'en fait, le corps et l'esprit, on est un. On peut pas les séparer. Parce qu'on est un ensemble. C'est la même chose dans toutes les sphères. On peut pas les séparer. On est un corps et esprit. Tout ça, de ce qu'on parle actuellement, tu as un programme qui va faire en sorte que tu vas expliquer tout ça, tout ce bagage-là que tu as appris au fil des ans aux gens qui vont participer à tes retraites. Puis, on l'a pas, je ne l'ai pas dit au début, mais là, on est vraiment au cœur des éléments à Playa del Carmen, au cœur de la nature. On est à Conciencia Viva. C'est un centre spirituel et écologique aussi à Playa del Carmen, du côté des locaux. Et là, on est dans un temazcal. Des fois, on bouge, puis on se fait piquer par des petits insectes. Mais c'est ça, c'est Playa del Carmen, les énergies, on s'imprègne de ça, puis c'est ce que tu veux montrer aux gens, vivre avec les gens lors de ton programme. Oui, exactement. De vivre aussi dans le local aussi, de faire des choses, de montrer c'est quoi la culture ici, la culture maya ici au Mexique. Puis justement, la rue ici, j'habite sur cette rue-là justement. J'ai pas non plus un appartement luxueux. J'habite dans un appartement à la mexicaine. Puis j'aime ça m'imprégner de la culture des locaux parce que dans le fond, c'est comme ça qu'on grandit aussi à travers la culture des Mayas puis de vivre de manière locale. C'est important aussi de s'imprégner de cette énergie-là finalement. Parce que sinon, c'est un côté un peu de rester chez soi dans un autre pays. Moi, j'aime pas ça. Je veux être dans un autre pays puis me sentir que je suis ailleurs. Ça veut dire que les gens qui vont participer à ton programme ne doivent pas s'attendre à aller dans un 5 étoiles. Il y aura un côté local dans la retraite. Oui, exactement. Puis si les personnes aussi, ils veulent, par exemple, faire partie de ma retraite, puis qui veulent eux-mêmes se trouver l'endroit où ils veulent rester, puis être de manière très indépendante, moi, je vais les accepter avec le cœur grand ouvert parce que moi-même, j'étais dans une situation comme ça où que j'étais nomade, où tu peux venir danser avec nous au lever du soleil, tu peux donner la contribution que tu veux, etc., une donation du cœur, parce que tout revient dans l'énergie au niveau du karma. Donc, moi, je crois beaucoup à ça, puis ça m'a beaucoup aidé dans ma vie, ce genre de truc-là. Puis le programme, en fait, c'est de vraiment connecter avec sa divinité intérieure, de balancer le masculin et le féminin sacré, parce qu'on a tout un côté masculin en nous, même si on est des femmes, on a notre masculin sacré à l'intérieur de nous, comme le yin et le yang, qui sont deux polarités. Donc, c'est important aussi dans nos sphères de la vie de le faire, parce que ça va tout se transmuter dans toutes les sphères, que ce soit au niveau de ton travail, avec tes amis, avec ta famille, avec tout ce que tu veux dans ta vie, dans tes choix de vie. Fait que c'est un beau cadeau que de se faire ça, de connecter avec son essence, parce que c'est un cadeau qui va être pour le restant de ta vie finalement, d'être connecté avec soi, puis avec les autres, puis avec l'humanité. C'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire finalement. Parce que les gens qui viennent à Playa arrivent dans un état peut-être plus sombre, plus moins ancré, mais c'est sûr que c'est garanti qu'après une retraite avec Geneviève ou
de vivre ici à Playa del Carmen, au cœur de la nature, à faire des cérémonies ancestrales comme tu proposes dans ton programme, vous allez repartir ici en flottant. Ouh! En volant. Ouais. Toutes tes questions aussi d'énergie, comme Cathy, elle a parlé de garantie, mais en fait, on peut pas garantir non plus parce que en fait, ça vient de toi. Puis ça dépend de ton énergie, ça dépend par exemple en fait, il y a rien de permanent non plus dans la vie, il y a jamais rien de sûr, mais on peut toujours trouver des solutions puis essayer. Puis comme disait Cathy aussi, les gens viennent à Playa avec des blessures. Puis, parce qu'on vit beaucoup de dualité. Puis en plus, à Playa del Carmen, c'est un bon endroit pour voir si on est équilibré. Parce qu'ici, à Playa del Carmen, on est dans le centre de la dualité. Parce que en fait, il y a le côté où que très, très, très spirituel, où que les chamans, où que les cérémonies. Mais tu as aussi de l'autre côté où on peut aller danser la salsa. Puis, euh, on peut boire de l'alcool, on peut se coucher tard. Il y a aussi le côté autre, le côté obscur, mais c'est ça qui est intéressant parce que c'est de trouver la balance, un équilibre entre ça, entre la dualité, parce que la vie fait partie de la dualité. Puis c'est toi qui choisis vers quel chemin tu veux aller. Puis des fois, c'est pas mauvais de faire aussi un équilibre dans ça. C'est pas mauvais non plus de dire, OK, je prends un verre de vin ce soir, puis je m'en vais danser la salsa. Non plus de pas non plus être trop d'être dans la culpabilisation d'avoir fait telle chose, autant dans la nourriture, de dire, OK, aujourd'hui, j'ai envie de manger un gâteau vegan qui a plein de calories, mais si je le fais à tous les jours, c'est pas bien, mais si je le fais des fois de temps en temps, ben pourquoi mais aujourd'hui je le ferai pas? Et c'est de trouver un équilibre entre les deux polarités, puis c'est de vivre en harmonie avec les dualités finalement. L'équilibre entre le yin et le yang. Le point zéro. Ouais, c'est le yin et le yang, c'est pas forcément le point zéro, mais le point zéro, oui, c'est important de le faire parce que le yin et le yang vient du taoïsme, qui vient du Tao finalement par rapport. C'est c'est complexe, mais c'est de faire, de mettre ensemble deux polarités de personnalité finalement, puis de trouver. En fait, c'est comme un magnétisme très puissant qu'on les met ensemble parce que c'est un complément de qu'est-ce qui manque à l'autre, puis c'est d'évoluer ensemble vers ces deux puis d'en faire une unité finalement, qui s'enjance ensemble. Fait que c'est magnifique tout ça, au cœur de la nature, comme on est présentement dans cette entrevue, à écouter les oiseaux. Moi, juste à t'écouter, j'ai le goût de faire ta retraite, même si on a fait beaucoup d'expériences ensemble. Juste te voir évoluer avec les gens, la connexion que tu as à discuter avec les gens, de voir, de ressentir qu'est-ce qu'ils pourraient avoir besoin. Et je suis certaine que les gens, quand ils vont venir dans ta magnifique retraite, vont pouvoir ressortir grandis de leur expérience, c'est certain. Alors, qu'est-ce que tu proposes en gros dans ton programme? Là, tu vas avoir un site web dans lequel tu vas présenter le programme. Il y a une vidéo qui a été conçue ici à Playa del Carmen pour présenter le programme que tu veux faire à travers les éléments. Raconte un peu, explique-nous un peu qu'est-ce que ça va être en gros. OK. En gros, ça va être une retraite que j'ai proposée aux gens pour connecter avec les éléments à travers la danse et la créativité, puis à travers, dans le fond, aussi la médecine ancestrale. Fait que, dans le fond, on va parler ensemble aussi en groupe, on va faire de la méditation en groupe, on va danser ensemble en groupe. Je vais expliquer aussi des techniques de connexion avec soi-même, de comment communiquer avec les éléments qui m'ont aidé, moi, personnellement. Pas des conseils, mais en fait, mes outils que moi, ils m'ont aidé, que je vais partager avec le groupe. Puis aussi, je trouve ça intéressant aussi de partager en groupe avec les autres, puis de partager nos expériences en groupe, parce que c'est pas juste individuel, c'est aussi au niveau du groupe qu'on va se créer ensemble, ou qu'on va guérir ensemble, puis qu'on va, en fait, se mettre avec tous ces gens-là. Puis j'avais proposé, par exemple, des séances. Par exemple, on peut aller dans un témascage, expliquer éventuellement c'est quoi un témascage. Parce qu'en fait, c'est de se mettre dans une situation pour montrer la force intérieure que tu as. Par exemple, au niveau de la résistance, au niveau de voir que tu peux aller au-delà finalement, que tu as une force intérieure, que tu n'es même pas conscient toi-même, que tu vas pouvoir le réaliser ici en faisant des cérémonies qui
soit par exemple des témascales, des cérémonies de cacao aussi, où que le cacao, ça a aussi comme une puissance très forte de transmuter tout ça finalement. Même l'eau, tu peux la transmuter en amour et dire que chaque aliment que tu manges, tu peux le transmuter et dire tel fruit va m'apporter du courage, tel fruit et d'aller dans la gratitude, par exemple aussi d'avoir cette nature-là et les fruits qu'on a ici au Mexique, de dire, OK, aujourd'hui, je peux manger une mangue qui est délicieuse, puis de la sentir, puis qu'elle vient dans mon corps, etc., puis de l'apprécier, puis que ces fruits-là m'apportent cette énergie-là, m'apportent la santé, puis de dire, OK, merci. Fait qu'on va tous voir ça ensemble. Aussi, les lieux sacrés, on a aussi des lieux très sacrés ici. On a des pyramides qui peuvent nous donner des énergies très puissantes. On peut visiter des pyramides ensemble. On peut aller dans des endroits aussi connectés avec la nature, puis faire du yoga aussi avec des mouvements, le mouvement en créativité, mais que chaque personne trouve aussi sa créativité intérieure. Par exemple, moi, je l'ai fait à travers la danse, dans ça, mais c'est pas au niveau de la performance, ça n'a vraiment, vraiment aucun lien, mais c'est de se laisser aller, parce que finalement, on a peur du jugement. Si je me laisse aller en dansant comme ça, comment la personne va me juger? Non, tu danses comme tu veux. Il n'y a personne qui va te juger ici avec moi. Tu danses comme ton âme veut que tu danses. Tu danses en te laissant aller dans qui tu es. Fait que c'est ça qui est beau finalement. Après ça, tu vas te laisser aller dans toutes les choses de ta vie. De ne pas avoir de restrictions, mais de rester toi-même. C'est ça qu'on va apprendre ensemble. Puis que j'ai proposé aussi tout plein d'outils qu'on va regarder ensemble, puis que ça va être magique, parce qu'il faut aussi avoir de la magie aussi. Chaque journée, il faut mettre de la magie dans ces journées. Chaque journée est magique. Chaque lever du soleil est différent aussi. Des fois, c'est des peintures, des fois, ça représente des messages de la vie aussi. Des fois, le lever du soleil est très gris. Tu penses que... Puis là, on voit une petite mini-lumière, puis finalement, le lever du soleil, il est magique, puis il devient super lumineux. Mais c'est que ça reflète aussi qu'est-ce qui se passe dans certaines vies de personnes où que tu penses qu'il n'y a pas de lumière et que tout est sombre, mais une mini-lumière va faire en sorte que ça va s'ouvrir, une grosse ouverture, puis un espace de lumière. C'est ça la magie aussi de la nature. Donc, les gens, quand ils vont s'abonner ou venir ici à Playa del Carmen pour vivre une retraite avec toi, vont apprendre à se connecter à leur magie intérieure et à la magie des environnements, de l'environnement et des éléments. Exactement. Puis on peut le faire pas juste au Mexique, on peut le faire même dans plusieurs pays, mais tu peux le faire surtout à l'intérieur de toi. Parce que tu peux faire un voyage spirituel en étant n'importe où. Tu es, en fait, tu crées ton propre voyage intérieur. Peu importe où que tu es, parce que je sais que je vais retourner au Québec bientôt. Euh, à travers la méditation, je peux me trouver n'importe où. Je peux même me retrouver à Playa del Carmen dans mon salon, puis de tout vivre ces énergies-là en connectant avec les énergies dans mes mémoires, parce qu'on a tous des mémoires, puis des belles mémoires, puis de prendre ces énergies-là et de venir les transmuter, puis il va y avoir des voyages énergétiques, même si Playa del Carmen est physiquement loin de moi, je sais que Playa del Carmen va être avec moi dans mon salon, dans mes méditations. Comme l'Inde, comme Cuba, tous les moments merveilleux que tu as vécu dans tous tes voyages. Même au Québec, tu as vécu des beaux moments aussi. Fait que tu te connectes à tout le merveilleux qu'il y a dans ton parcours, dans ton bagage intérieur. Oui, exactement, parce qu'on se crée notre propre lieu, parce qu'on est un lieu sacré. Nous-mêmes, on est un temple et un lieu sacré en tant que personne, en tant qu'être. Fait que finalement, on peut se retrouver n'importe où. C'est pas le lieu qui est important, mais ton intention et ton lieu intérieur, finalement, t'es un temple. Peu importe où que tu es. Parce que même au Québec, je veux dire, on a des belles choses, on a une belle nature, on a des belles choses. Fait qu'on peut connecter n'importe où, finalement. L'important, c'est la connexion avec son être divin qui est toi, l'intérieur. Donc, le programme Sunrise Then with Ocean avec Geneviève Duplain, ce sera en gros cela, se connecter à sa magie intérieure. Exactement, se connecter à sa magie intérieure, se connecter surtout avec son authenticité et de faire en sorte de faire de ta vie ce que ton âme et la mission d'âme vient faire sur Terre. Parce qu'on a tous une mission.
Puis on a chacune notre vérité. Moi, je vais pas te dire à toi, ça c'est ta vérité, parce que chacun d'entre nous a sa propre vérité. C'est juste de venir chercher, toi, ta mission d'âme sur la terre. C'est quoi ta mission ici? Fait que c'est de s'entraider entre nous, de faire une unicité, une union ensemble pour trouver sa mission. Parce qu'on est tous des fils dorés d'énergie. Fait que si tout le monde trouve sa propre mission, bien là, on va devenir plein de lumière, mais pas juste sur la Terre, mais au niveau de l'univers. Parce qu'on est tout petit, nous, dans la sphère de la création. Fait que c'est de faire des petites lumières puis dans toutes les sphères de la création. Je pense que ça termine bien cette entrevue avec toi, tous ces mots, cette connexion avec l'univers. Nous sommes une infime partie de l'univers. C'est bien ça? Nous sommes l'univers, finalement. Nous sommes univers, nous sommes amour. On est un avec l'univers. Nous sommes l'univers. C'est ce que nous allons intégrer dans ce programme Sunrise with Ocean. Bien, merci Cathy pour cette belle entrevue, ta belle énergie, de faire partie de mon entourage d'amis. Merci beaucoup pour cette belle entrevue puis tout ce beau talent que tu as. Merci. Vous voyez, avec Geneviève, on travaille beaucoup l'effet miroir. Ce qu'elle voit en moi, je le vois en elle. Alors, on travaille avec ça, nos énergies mutuelles. On est tous miroirs. On est tous miroirs. C'est ça qui est beau. Parce que si tu aimes quelque chose de l'autre, c'est parce que tu aimes quelque chose qui est en toi. Si tu n'aimes pas quelque chose de l'autre, c'est parce qu'il y a quelque chose à travailler que tu n'aimes pas en toi. C'est ça qui est intéressant. Alors, on termine l'entrevue avec ceci. On vous souhaite vraiment le meilleur, de vous connecter à la nature, à votre environnement, aux éléments. Et avec l'expérience que Geneviève vous propose, on va mettre à la fin de cette entrevue ces informations, sa page Facebook, Instagram et aussi la vidéo d'inspiration qui va sûrement vous faire dire « Oui, je veux vivre ce programme ». Peu importe où ce sera dans le monde. C'est sûr qu'il y aura des retraites qui vont se faire au Mexique, qui vont se faire partout dans le monde. Ce sera à suivre. Alors, merci Geneviève pour tout ton partage, ton parcours, pour qui tu es. Merci beaucoup. Merci à toi pour cette entrevue magnifique. Merci. Alors, on vous laisse un peu avec des images de cet endroit magnifique ici de Conscientia Vivant. Vous allez voir qu'au cœur de la nature, ce n'est qu'un petit aperçu. Vous entendez les oiseaux, les gens discuter qui se promènent dans la rue, les voitures. Mais c'est ça de vivre avec les locaux. On vit avec toute cette belle énergie. Je vous embrasse. Je vous dis merci d'être à l'écoute de mes entrevues inspirantes. Et je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup. Shema Israel Adonai Shema Israel Adonai שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי. עזרי מעם השם
בשמיים בארץ, אל יתן למות רגליך, אל ינום שומרך, הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל, השם שומרך, השם צילך על יד ימינך, יומם השמש לא ינקה כאן וירח בלילה, השם ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, השם ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. ישראל אדוני שמע ישראל אדוני